Donc, poésie et philosophie, c'est tout un programme, et donc tout ça, et à travers ce livre, donc Que pense le poème, qui est publié aux éditions Nous en 2016, je crois que c'était en 2016. On va essayer d'approcher différentes questions, pas forcément dans un ordre qui est présenté dans le livre, donc vous m'en excuserez, surtout vous, Alain, mais voilà, peut-être vous corrigerez d'ailleurs certaines impressions de lecture, voilà, certaines analyses. En tout cas, depuis son procès par Platon, la poésie, elle n'a cessé d'être questionnée par les philosophes qui la voient comme une rivale dévoyée ou comme une gentille petite sœur. Je ne sais pas quel est le mieux, là, c'est la petite sœur ou la rivale. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais, et je me satisfaisais moi de cette dichotomie jusqu'à la lecture de ce livre, Que pense le poème. Mais on va commencer par l'origine, ou presque en fait, et par Platon, et cette déclaration de Platon qui est très violente, que vous citez très rapidement dans votre livre. Platon qui dit « La cité dont nous venons d'établir le principe est la meilleure, principalement grâce aux mesures prises à l'encontre de la poésie. » Voilà, Platon, il balance ça comme ça, et du coup on se dit, mais qu'est-ce qu'il reproche, Platon, à la poésie dont qu'il rejette, mais il sait qu'il peut y succomber en plus, hein, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Oui, c'est-à-dire, il faut bien voir aussi le contexte. Hein. Après tout, la philosophie, on peut soutenir qu'elle est née dans la poésie elle-même. Si vous prenez les présocratiques, le plus grand d'entre eux étant probablement Parménide, Parménide a écrit un grand poème. Donc en réalité, au tout début, la philosophie s'exprime dans la forme poétique. Donc, quand Platon arrive, il a quand même tout un héritage antérieur d'expression poétique de la philosophie elle-même. Et donc c'est un débat très, très tendu. Il déclare d'ailleurs que c'est un débat très ancien. Hein. D'autre part, dans la société grecque de l'époque, la poésie est l'élément culturel et éducatif de base. Tout le monde apprend les poèmes homériques comme un fonds culturel commun à tous ceux qui sont éduqués. Et donc Platon se trouve dans une situation particulière qui est: va-t-il accepter cet héritage? Va-t-il inscrire la philosophie, lui aussi, dans les parages de la poésie? Ou est-ce qu'il va rompre avec cette figure d'exposition? Et il décide de rompre, en réalité, je pense, sous l'influence de l'existence des mathématiques. Et on ne comprend pas bien cette position si on ne voit pas que Platon est disposé entre poésie et mathématiques, et que ce qu'il pense, dans la descendance de Socrate d'ailleurs, c'est que la philosophie doit absolument rompre avec les énoncés qui ont une forme purement autoritaire. La philosophie, c'est les arguments. La philosophie doit argumenter. Et il va opposer la philosophie, en réalité, au poète, oui, mais plus précisément au discours qui se prétend autorisé et vrai à raison de celui qui le tient. Celui qui est quelqu'un qui est un prophète, quelqu'un qui est un roi, quelqu'un qui est un dieu même, peut annoncer que ce qu'il dit est vrai parce qu'il est un prophète, un roi ou un dieu. C'est évident que la philosophie, avec Platon, veut rompre avec cette attitude et qu'elle veut installer un débat de telle sorte que lorsque quelqu'un prétend que quelque chose est vrai, il doit donner des arguments pour le démontrer ou pour le prouver, d'où le style argumentatif des dialogues de Platon. Et il a un modèle pour ça qui est la mathématique. La mathématique, si vous énoncez quelque chose, ben vous devez donner une preuve, vous devez donner une démonstration. Donc la machine de guerre antipoétique, c'est la mathématique, en tant qu'elle est démonstrative et argumentative, contre, au fond, le soupçon porté sur la poésie, que la poésie cherche à faire passer ce qu'elle dit par la séduction, et non pas par l'argument. Voilà, que la poésie, c'est la manière séductrice de présenter la vérité, et Platon s'élève là-dessus du point de vue des principes,
Étant entendu que quand il est un peu en difficulté dans l'argumentation, il ne renonce pas à la séduction. Hein. Il joue tout de même double jeu. Hein. Il joue double jeu. C'est incontestable. Il y a aussi des pages magnifiques. C'est un grand écrivain. Quand il ne se sort plus d'affaires par l'argumentation, il écrit des mythes et des histoires magnifiques. Ça, il le retient du passé. Mais enfin, la tendance principale, c'est d'installer une manière démonstrative de convaincre les gens. Et ça, c'est aussi lié à la politique. C'est aussi lié à la politique, c'est à la politique telle que les Grecs l'ont inventée et pratiquée. Il y a une politique dans laquelle la discussion des décisions est publique et où finalement, là aussi, il faut parler, argumenter pour légitimer la décision. Donc d'une certaine manière, Platon, c'est politique démocratique et mathématiques contre poésie et prophétie. Voilà. On verra d'ailleurs que cette opposition cette exclusion de la poésie, en tout cas, et cette opposition entre mathématiques et poésie est mise à mal plus tard, hein, par les poètes, mais pas seulement. Donc on y reviendra. Mais dans votre livre, vous définissez, ça c'était très intéressant, 3 régimes possibles du lien entre poème et philosophie. Alors, je vais résumer, et peut-être maladroitement, mais vous, par exemple, le premier point, vous citez la fusion, selon Parménide, qui est où la philosophie envie le poème, vous appelez ça la rivalité identifiante. Le deuxième, c'est la distance, alors là c'est Platon, hein, que vous avez évoqué, où la philosophie exclut le poème, c'est la distance argumentative, vous avez employé ce mot aussi. Et le troisième, c'est l'inclusion, selon Aristote, où la philosophie classe le poème, c'est la régionalité esthétique. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ces 3 statuts? Oui, c'est-à-dire que, effectivement, si on prend alors non plus Platon tout seul, hein, mais l'histoire entière de la philosophie, on voit que c'est une histoire compliquée, l'histoire du rapport de la philosophie à la poésie. Et qu'en effet, pour y voir clair, je distingue trois possibilités. La première, c'est un rapport, au fond, d'identification, de dépendance, d'expression aussi, où la philosophie, d'une certaine façon, reçoit la leçon du poème comme une leçon fondamentale. Alors, c'est absolument vrai, je l'ai déjà dit des présocratiques, qui eux écrivent carrément de la poésie philosophique. Hein. Mais la tradition de la poésie philosophique, elle continuera. Un exemple magnifique, c'est Lucrèce. Lucrèce qui écrit un immense poème à la gloire du matérialisme philosophique. Mais ça continue jusque beaucoup plus tard, puisque vous trouvez chez Nietzsche, par exemple, incontestablement une tentation poétique, une langue qui, justement, n'a pas du tout rapport avec la logique et les mathématiques, mais au contraire, assume la poésie, parce que pour Nietzsche, ce qui compte, ce n'est pas l'argumentation, c'est la puissance langagière. C'est la puissance du langage, c'est la force du langage. Et naturellement, il voit plus de force, en fin de compte, dans la séduction poétique que dans la laborieuse démonstration logique. Et puis même Heidegger, d'une certaine façon, considère que la poésie a été pendant longtemps une relève de la philosophie un peu mal engagée. Le philosophe, dit-il, est le berger de lettres. Le philosophe a gardé la question philosophique pendant un temps où la philosophie s'en détournait. Donc ça, c'est la première orientation, une histoire très complexe. La deuxième orientation, c'est celle dont on vient de parler, celle qui établit quand même une distance irrécusable entre poésie et philosophie au nom de l'argumentation et au nom généralement du modèle de la mathématique d'abord, puis de la science plus tard. On retrouve ça chez Descartes, hein, les grandes chaînes de raison, le paradigme scientifique, l'argumentation calquée sur les découvertes récentes des mathématiques et de la physique. Et puis, effectivement, il y a une position qui serait une position de distance assumée, mais pas de contradiction. Alors, ce serait un traité de paix entre philosophie et poésie. C'était ma position. Voilà. Mais Heidegger, vous voyez, on bouscule un petit peu les périodes, mais vous venez de le faire aussi. En tout cas, moi, je bouscule l'ordre du livre. Donc, Heidegger au XXe siècle, lui,
il met à mal un petit peu ces trois rapports. Enfin, en tout cas, il a la volonté de dire, bon, il n'y a pas que ça, quoi, en tout cas par rapport à Platon, et même s'il s'inscrit effectivement dans cette idée de fusion que vous décrivez, où la poésie est une rivale, où l'un et l'autre, enfin l'une et l'autre, les poésies et les philosophies sont attentives l'une à l'autre, comme ça. Il n'arrive pas à inventer un quatrième régime, il me semble, même s'il a la volonté de trouver autre chose, il n'y parvient pas, il me semble. C'est-à-dire la position de Heidegger est assez complexe parce qu'il n'identifie pas, pour lui la question fondamentale c'est la question de l'histoire de l'être lui-même. Alors au fond on pourrait dire que quelle langue parle l'être. Ce qu'il y a de sûr pour lui malheureusement c'est qu'il parle allemand, l'être. Il a appris l'allemand et il s'exprime dans cette langue. C'est un peu fâcheux. Et quand il s'exprime poétiquement, il s'exprime en poésie allemande. Hölderlin, Trakl, Rilke, l'être a bien soin de se référer à la poésie allemande. C'est les seuls qui trouvent grâce à ses yeux. Hein, oui, absolument, absolument. Et donc c'est quand même étrange que ce soit. Ça reste quand même dans l'élément de la langue nationale privilégiée. Mais cette histoire de l'être, elle n'est pas non plus écrite en poésie. La vision de Heidegger, c'est plutôt que la poésie, face à une sorte de manquement ou de défaut de la philosophie, qui s'est orientée dans la dimension métaphysique qui est une sorte d'oubli de sa question primordiale, elle a été relayée par la poésie pendant tout un temps a gardé en un certain sens, de façon un peu opaque, un peu aveugle, mais elle a gardé la question. C'est ça le rapport. Donc c'est pas un rapport simple entre deux termes différenciés. C'est un rapport historique complexe dans lequel la philosophie ayant en quelque sorte perdu sa propre question, la poésie l'a relayée pendant tout un temps. La poésie a été la gardienne de la question. Mais la question, grâce à Heidegger, va revenir, et elle va revenir malgré tout dans l'élément de la philosophie, parce que bon, s'il y a un jargon qui est philosophique, c'est bien celui de Heidegger. Hein. Il est difficile de le considérer comme d'une grande substance poétique. Il a écrit quelques poèmes, Heidegger, ils ne sont pas fabuleux. On trouve dans un chapitre qui s'appelle L'âge des poètes, et du coup vous appliquez une temporalité à la poésie, oui, comme ça. Et vous citez plusieurs poètes qui expriment une certaine défiance vis-à-vis de la pensée. Je vais citer un hétéronyme donc, de Pessoa, hein, cet hétéronyme étant ses signatures avec des personnalités comme ça différentes. Je dis ça rapidement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en substance c'est un petit peu ça. Donc Álvaro de Campos signe, donc Pessoa signe un poème le 6 juillet 1935. C'est à noter que c'est l'année de la mort de Pessoa, 1935, et dit ne penser à rien, c'est avoir une âme à soi et intégrale. Ne penser à rien, c'est vivre intimement le flux et le reflux de la vie. Voilà. Alors, du coup, moi j'ai deux questions. C'est pourquoi donc l'âge des poètes, pourquoi ce temps précis, cette temporalité très précise, et pourquoi du coup ces poètes qui se méfient comme ça, qui rejettent la pensée Je crois que c'est un âge qui est une conséquence de la position de la philosophie au XIXe siècle, en réalité, peut-être aussi au début du XXe, ou quelque part jusqu'au XXe siècle. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que après Hegel, en réalité, c'est-à-dire après les années 1830 à peu près, la philosophie entre quand même dans une période incontestablement difficile. Entre Hegel d'un côté, puis Husserl, Heidegger, Bergson de l'autre, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, on ne peut pas citer vraiment de noms de philosophes importants, de philosophes arrêtés. Ou si on en cite, ce sont des philosophes ouvertement positivistes, comme Auguste Comte. Je pense que le culte de la science d'un côté et le culte de l'engagement politique de l'autre ont porté atteinte aux ambitions générales de la philosophie. C'est très frappant de voir comment, dans cette époque, soit la philosophie bascule du côté du paradigme scientifique avec l'idée de progrès, l'idée que la science va résoudre les problèmes, etc. Donc elle s'enchaîne quand même à la science. J'emploie le mot suture pour dire ça. La philosophie est suturée à la science.
ou bien, sur un autre versant, elle se trouve suturée à l'enthousiasme historique des politiques révolutionnaires, y compris, après tout, le marxisme. C'est aussi l'époque où Marx déclare que la philosophie, jusqu'à présent, a interprété le monde, mais que maintenant, l'affaire sérieuse, c'est de le transformer, et non pas de l'interpréter. Donc il y a aussi une position, en quelque manière, anti-philosophique de Marx lui-même. Et ça occupe le XIXe siècle de façon centrale, et sa mort sur le début du XXe, ça va être reconstruit assez laborieusement par des philosophies de la vie d'un côté, à partir de Bergson, et des philosophies de l'existence d'un autre côté, avec Husserl, Heidegger et Sartre, mais ça sera une reconstruction tardive. Entre les deux, la poésie, une certaine poésie, pas la poésie en général, une certaine poésie a en effet occupé la place de la philosophie. Elle a maintenu les grandes questions que la philosophie a abandonnées. Elle a lutté contre l'absorption de la pensée par le rationalisme scientifique desséché et pur. Et c'est ce que j'appelle l'âge des poètes, c'est-à-dire la période qui va en gros du romantisme de Hölderlin jusqu'à, moi je dirais, jusqu'à les leçons tirées par Paul Celan de la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Tout cet espace-là, il y a de très grands poètes d'ailleurs, évidemment, et ces très grands poètes, on peut considérer qu'à certains égards, c'est vrai qu'ils tirent les leçons d'une sorte de retrait, d'absence ou de figure extraordinairement abstraite et suturée de la philosophie. Alors moi j'ai appelé ça l'âge des poètes. C'est l'âge où les poètes sont quand même des guides pour la pensée, en un certain sens plus intenses et plus intéressants que les philosophes professionnels. Alors, et pourquoi cette défiance alors aussi, comme vous citiez Alvaro de Campos, pourquoi ils se mettent à distance de la pensée, de la réflexion? Alors après, à l'intérieur de l'âge des poètes, on retrouve des orientations différentes. Le philosophe, évidemment, va interroger ses poètes en découvrant des orientations différentes. Et le génie extraordinaire de Pessoa, c'est d'avoir intégré ces différences à l'intérieur de sa propre activité poétique, puisqu'il s'est divisé en 4 poètes, et chacun de ces poètes a une orientation philosophique qui n'est pas la même, si je puis dire, que celle des autres. Voilà. Alvaro de Campos est un espèce de vitaliste un peu sceptique, vous en avez un autre qui est un sensualiste radical, vous en avez un autre qui est plutôt lié à l'idée de restaurer la pensée grecque. Donc il a déplié des personnages comme ça, qui sont des personnages, en définitive, des personnages philosophiques intrapoétiques, avec chacun leur langue poétique différenciée. Et donc la méfiance dont vous parlez n'est pas une méfiance à l'égard de la pensée en général, c'est simplement que lui, Alvaro de Campos, pense que finalement la dernière instance véritable de l'expérience vitale, c'est du côté de la vie qu'on va la trouver, et pas du côté de la spéculation. C'est une sorte de Nietzschéen portugais. Paul Celan, de mémoire comme ça, je crois qu'il se suicide en 1970, me semble. Il se jette dans la Seine. Donc l'âge des poètes finit donc avec cette expérience-là, enfin, ce témoignage-là. Quel est votre rapport à cette poésie qui existe encore maintenant, qui suit? On a la chance d'avoir dans la salle déjà Florence Vasutu, qui est poète, qui produit, on a entendu Frères Lumet, son très beau texte à la Maison des Jeunes de Martigues, le 24 novembre. On a aussi Olivier Domergue qui lira, donc, je crois qu'il est là, Olivier, 13 jours, je crois c'est 13, je ne sais plus, 13 jours à New York, voyage compris, donc ce sera une lecture fait le 8 décembre, donc à la Maison des Jeunes. Donc, vous, quel est votre rapport à cette poésie qui se construit, qui s'édite aujourd'hui, qui s'écrit je pense que la deuxième moitié du XXe siècle et la période en cours seront considérées rétrospectivement comme une grande période poétique. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'âge des poètes est terminé que la poésie est terminée. Pas du tout, d'une certaine manière. La poésie s'est réinventée, reformulée, redéfinie, dans des conditions tout à fait créatrices
dans lesquels ont joué le rôle des courants aussi différents que le surréalisme, que le formalisme de l'Oulipo, que une poésie plus métaphysique, etc. Il y a une vie poétique extrêmement intense dans la période contemporaine. Et d'une certaine façon, le fait que la philosophie puisse reprendre son cours au-delà de l'âge des poètes fait qu'elle entretient de nouveau une position de dialogue complexe avec la poésie, au lieu d'être dans une espèce de vis-à-vis distant, puisqu'elle se tournait plutôt vers la science ou vers la politique que vers la figure artistique et langagière du poème. Donc je pense moi que mon rapport à la poésie contemporaine est un rapport de lecteur admiratif, vraiment. Je reviens à votre livre où il est très régulièrement question de Mallarmé, qui est un poète important pour vous, mais qui est important tout simplement. Et Mallarmé se propose d'installer le poème comme une science. Il exprime une volonté de mettre fin à l'opposition du poème et du mathème. Alors ce mathème dont il est son question, enfin, on pourrait le traduire, vous me dites si je me trompe, hein, pour Lacan c'était une formulation mathématique du concept, mais pour vous c'est plus largement, j'ai l'impression, presque un discours mathématique. Hein, voilà. Donc il veut mettre fin à cette opposition, et donc du coup, a posteriori, il va contrecarrer Platon et son exclusion du poème, Mallarmé. Donc on a là, du coup, les poètes qui font ce travail-là, finalement, de la pensée, contre cette machine platonicienne. Ah ben absolument, et de ce point de vue-là, Mallarmé... De ce point de vue-là, Mallarmé est typiquement un poète de l'âge des poètes, évidemment. Il va élever la poésie comme la figure suprême, véritablement, de la pensée. Il envisageait même d'en faire quasiment une rivale de la religion, hein, parce que le grand livre que Mallarmé préparait était dans la figure d'une cérémonie, c'était pas simplement un livre. Il avait même prévu le nombre de chaises, etc. Enfin, c'était vraiment la préparation d'un rituel qu'il prétendait substituer, y compris à la messe du catholicisme. Donc c'était une ambition totale. Et là-dedans, il rencontrait la rigueur mathématique, et lui pensait qu'à certains égards, la poésie pouvait parvenir, par ses moyens propres, au même type de rigueur. Et que dans la lutte contre le hasard, qui était son grand thème, dans la lutte contre le hasard, dans la fixation du hasard, le hasard est enfin fixé, disait-il, dans la fixation du hasard, la langue poétique, telle qu'il la concevait, une langue extraordinairement contrôlée et rigoureuse, pouvait damer le pion aux mathématiques. Dans les essais sur Igitur, il y a l'énoncé « Vous, mathématiciens, expirate ». Voilà. Et donc, il voulait la mort, les mathématiciens, Mallarmé. Et c'était une mort poétique, c'était une mort sublime. Je voulais citer ces 4 vers-là que vous reprenez de Mallarmé. Car j'installe par la science l'hymne des cœurs spirituels en l'œuvre de ma patience, atlas, herbier et rituel. Oui, alors ce qui est d'autant plus curieux, c'est que ce poème-là, on peut en donner par ailleurs une interprétation tout à fait platonicienne, mais intrapoétique, puisque c'est un poème qui montre comment, à partir de sensations élémentaires, nous pouvons introduire une élévation jusqu'à l'absoluité de l'idée. Hein. Et donc c'est un trajet qu'on pourrait restituer comme un trajet platonicien, où on part des fleurs, et puis on aboutit en réalité à l'idée de la fleur, l'absente de tout bouquet, va-t-il dire. Alors l'absente de tout bouquet, c'est évidemment la fleur platonicienne idéale, qui n'est pas dans un bouquet empirique, mais qui est dans le bouquet, avec un grand B. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir que dans sa volonté de combat contre une philosophie dégradée, à ses yeux, qui était quand même la philosophie moyenne, positiviste de cette époque-là, en France incarnée par des gens comme Renan, ou des gens comme ça,
philosophie à la fois positiviste et sceptique, éduqué dans cette poésie, cette philosophie voulant s'en dégager, il retrouve quand même des accents platoniciens. On ne se débarrasse pas de Platon aussi facilement, ça. Atlas, herbier et rituel. Vous avez remarqué que Mallarmé adore ces énumérations de 3 termes comme ça? Ah ben bien sûr, ça on retrouve aussi chez lui la triplicité de la dialectique hegelienne. D'ailleurs, une interprétation très intéressante de Mallarmé qui a été donnée par l'analyste australien Garner Davis est une interprétation hegelienne, véritablement. Et en réalité, moi je donnerais plutôt de Mallarmé une interprétation platonicienne. Donc les deux sont possibles, je pense. Soit on met l'accent sur la façon dont le poème construit l'idéalité ou l'absoluité par négation de ce qui existe, et on insiste sur la négation, et alors on est dans Hegel, soit on pense qu'en réalité il s'agit d'une ascension, d'un mouvement ascensionnel que le poème porte comme ça par étapes successives, et on est assez près quand même de l'idéalisme platonicien. Et ça prouve à quel point dans ce moment-là, la poésie est en charge quand même qu'elle le sache ou pas, de toutes les étapes de la tradition philosophique elle-même. C'est un courant, ça. C'est le courant qu'on pourrait dire de la philosophie héritière des différentes formes du rationalisme philosophique. Vous avez, y compris en France, une autre poétique, la poétique de Rimbaud, qui, elle, va au contraire être l'héritière d'une sorte de matérialisme sensualiste tout à fait différent. Et qui va être, elle, une poésie de la révolte, de la rupture, de la sensation immédiate, et aussi une poésie mélancolique du renoncement, enfin du deux à la fois. Je vais citer un autre poète que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Yves Bonnefoy, quand il dit la chance de la poésie à venir est qu'elle est au point de connaître ce que peut ouvrir la présence. Et à ce moment-là, sa pensée rejoint celle d'Heidegger, en fait, en disant ça, hein, dans cette formulation. Cette formulation, vous la mettez en parallèle d'ailleurs avec d'autres mots de poètes, hein, Roubaud, Rimbaud, que vous avez cité, Mallarmé, dont on a parlé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, du coup, la pensée du poète, ou du poème d'ailleurs, elle devient plus importante que sa musique, et donc la traduction n'est plus une trahison. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Oui, ça c'est une question compliquée. Hein. C'est une question compliquée parce que la question de la traduction de la poésie est une question, à mon avis, extrêmement mystérieuse. Voilà. Parce que d'un côté, on pourrait dire, et on a dit, il est en un certain sens impossible de traduire un poème, puisque un poème traite la langue non seulement, dit même parfois principalement dans son sens, mais dans son matériau. C'est-à-dire que, pour employer le langage de la linguistique, dans la poésie, le signifiant joue un rôle décisif par sa couleur, sa sonorité, son rythme, etc. Et l'agencement de la phrase elle-même, la syntaxe, est une partie organique du discours poétique, de sorte que la singularité d'une langue semble engagée absolument dans un poème. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. À l'autre extrémité, nous avons la mathématique, le baptême. À la rigueur, la mathématique, on le sait, peut s'écrire entièrement en formule. Donc, elle ne dépend d'aucune langue. Elle ne dépend d'aucune langue. La langue maternelle sert à présenter la langue mathématique, c'est tout. Mais c'est la même langue, finalement. Alors, c'est pour ça que, entre parenthèses, que je soutiens, moi, que la philosophie est nécessairement quelque part entre poésie et mathématiques, parce qu'elle touche aux deux. Si on va du côté du poème, on a le sentiment qu'il est tiré irrésistiblement du côté de la singularité de la langue dans laquelle il est prononcé. Et cependant, je crois qu'on peut soutenir qu'un grand poète se reconnaît aussi comme grand poète dans des traductions, quand ce sont des traductions accomplies. Alors ça, c'est un mystère, véritablement. C'est un mystère qui indique que quelque chose du poème est à rattacher à une pensée qui, bien que présentée en effet dans la musique de la langue, ne s'y dissout pas entièrement. Voilà. C'est comme si on avait une expressivité langagière qui, en effet, est le mode d'exposition de la pensée du poème, ou de ce que pense le poème, mais que ce que pense le poème peut être rejoint
dans une autre langue, à condition que cette autre langue connaisse la première, c'est une traduction, voilà. Et alors ça indique, je crois qu'en effet, on peut poser la question « que pense un poème ?» comme une question qui va vous obliger à traverser la langue, à traverser une langue, c'est sûr, mais sans que cette pensée soit totalement épuisée dans la langue dans laquelle il est formulé. Alors, il y a certainement une perte, mais cette perte est au fond, on peut la comparer à la perte de la transcription d'un morceau de musique d'un instrument à un autre. Hein. On pourrait le faire comme ça. Après tout, la transcription musicale, qui existe depuis très longtemps, on peut dire aussi qu'elle remplace le timbre d'un violon par le timbre d'une flûte, ou qu'elle remplace un orchestre même par le piano, enfin, avec des différences énormes. Cependant, personne ne songe à dire que l'œuvre disparaît ou est anéantie, ou personne même ne songe à dire qu'on ne reconnaît pas la grandeur de l'œuvre dans la transcription musicale. Ben, il existe une transcription poétique, voilà. Il existe une transcription poétique pour les mêmes raisons, probablement, qui est que, de même qu'un morceau de musique tient sa grandeur de beaucoup de paramètres, parmi lesquels le timbre des instruments, mais pas seulement le timbre d'instruments, mais aussi la structure de la construction musicale, le génie des mélodies, le retour des thèmes, etc. De même, je crois que le poème soutient l'épreuve de la traduction avec quelque chose qui ne transite pas, c'est vrai, quelque chose qui est perdu, mais quelque chose qui trouve des équivalents, qui se dépose dans l'autre langue, parce qu'il existe une pensée du poème qui finalement est un élément irréductible et transmissible. Et il faut reconnaître que dans bien des cas, les très remarquables traductions de poèmes sont faites par des poètes. C'est quand même une remarque qu'il faut faire. Finalement, c'est vrai que quand c'est le traducteur, c'est Gérard de Nerval ou Baudelaire, ça se sent. Bien sûr. Mais enfin, c'est quand même une traduction. Je m'en veux énormément parce que j'ai pris cette formule et cette citation de Bonnefoy et je vous ai coupé dans votre élan parce que vous étiez parti pour un petit peu aller analyser ce poème, cette phrase en tout cas de Bonnefoy, donc je la reprends et je vous la soumets, que vous connaissez parfaitement de toute façon, mais la chance de la poésie à venir est qu'elle est au point de connaître ce que peut ouvrir la présence. Donc je vous remets sur cette phrase-là. Oui, alors là c'est évidemment une phrase qui peut désigner éventuellement une certaine offensive antiphilosophique. Je ne trouve pas que ce soit exactement l'esprit de Bonnefoy, mais un peu tout de même. Parce que, en réalité, l'accusation selon laquelle la philosophie ne parvient pas à appréhender, à faire l'expérience véritable du réel, à la raison de son excessive abstraction, finalement, à raison du fait qu'elle est une discipline conceptuelle, est un procès qui est intenté à la philosophie depuis très longtemps, depuis les origines, puisque les matérialistes sensualistes l'ont déjà attaqué sur ce plan dès sa naissance. Et alors, ça peut se présenter sous la forme, la philosophie manque en réalité l'effet de présence du réel en tant que tel. Elle donne un substitut en vérité cadavéreux de la présence, elle tue la présence en la remplaçant par le concept, par l'idée, par la forme, etc., par quantité d'approches variables de l'essence des choses, mais en dilapidant ce qui fait en réalité la force véritable de ce qui est, et à savoir d'être présent, justement. Et cet arrachement à la présence, la philosophie, aux yeux justement de bon nombre des poètes de l'âge des poètes, cet arrachement à la présence est en réalité une sorte de meurtre de la vitalité effective de ce qu'il y a. Et donc, ce que Bonnefoy dit, c'est que ce qui est capable de restituer effectivement la présence comme telle
dans la langue, de faire advenir la présence dans la langue, c'est le poème. C'est le poème, et ce ne peut pas être le concept. Alors évidemment, on a là un antiplatonisme de principe, c'est-à-dire Platon est celui qui pense que ce qui compte, c'est, en dernier ressort, c'est l'idée de la chose qui nous en donne la pensée, hein, qui fait que la chose est exposée à la pensée par l'idée qui lui convient, et que ça est plus important à connaître que la pure et simple présence de la chose et la multiplicité de cette présence. Moi, si on assume que ce qu'il faut avant tout connaître, c'est ce qui se présente dans la présence, alors la poésie sera plus ajustée, parce que la poésie va nous faire, si je puis dire, sentir le parfum d'une rose, ou observer la vitalité d'un coucher de soleil, ou transmettre l'intensité d'un amour, comme s'il était présent dans la singularité, dans la saisie de la singularité de la présence, avec ce phénomène tout à fait remarquable que le poème, au fond, arriverait à une transmission universelle de la singularité de la présence. C'est-à-dire qu'une chose absolument singulière serait néanmoins transmissible universellement par les ressources du poème. Voilà, c'est ça le sens de la... Et la question, c'est de savoir si c'est vrai. On va creuser encore un petit peu ce poème, le poème en tout cas, de façon générale. Dans le programme, là, voilà, sur ces rencontres avec Amine Badiou, et dans la page de cette soirée, qui annonce cette soirée, j'ai fait référence à Octavio Paz, le poète mexicain, qui dit une formule que j'aime beaucoup, je mets peut-être un peu trop souvent à toutes les sauces, mais qui dit « La poésie n'est pas incompréhensible, elle est inexplicable ». On pourrait que c'est un peu court, mais encore il faudrait situer cette phrase dans son contexte. Vous, sans vouloir expliquer le poème, vous donnez des clés pour entendre en quoi il est inexplicable. Et ça passe entre autres par des questions, qu'est-ce que l'objet, ou par les notions de désorientation, une pensée qui désoriente, ou la notion de multiplicité. Voilà. Donc il y a quand même on a des clés pour expliquer le poème. C'est-à-dire qu'on a des directions de pensée, je dirais, plutôt que des clés. On a des directions de pensée, parce que malgré tout, le poème se propose à l'explication. Le poème, c'est pour ça qu'il a été aussi quelquefois critiqué. Le poème n'est une parole qui ne s'autorise que d'elle-même. Le poète parle, et puis voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais lui, il a prononcé sa parole avec une autorité entière. Non ? Et c'est bien ce que Platon d'ailleurs lui reproche. Il lui reproche d'avoir une autorité non garantie, non fondée. Hein ? Parce que pour lui, l'autorité d'une parole doit être fondée sur les arguments qui en soutiennent la vérité, et le poème est à lui-même sa propre argumentation. C'est-à-dire, en tant qu'il est dans la force langagière de la persuasion et de la transmission, il est à la fois, de façon indémêlable, l'affirmation et l'argumentation pour l'affirmation. Il soude les deux. Et de ce point de vue-là, c'est quand même vrai qu'il n'a pas à dépendre du commentaire ou d'une explication extérieure. Il doit être pris comme il est, pour ce qu'il est, parce qu'il est une parole, en définitive, qui n'arrive à transmettre la présence que parce qu'elle est elle-même une parole présente. Un raisonnement mathématique, c'est pas une parole présente, c'est une parole écrite que vous pouvez consigner quelque part et qui restera dans son coin. Le poème, il n'existe que, à vrai dire, il n'existe que lu. C'est quand vous lisez le poème, quand vous l'entendez mentalement, que le poème advient à l'existence. Et vous ne pouvez pas mettre la conclusion du poème ou ce dont il a traité, vous ne pouvez pas le mettre en conserve en disant oui, voilà, ça a été prouvé, maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. À chaque fois, le poème doit être recommencé et relu pour que justement la présence de ce dont il témoigne survienne à nouveau. Alors, voilà pourquoi
pourquoi on peut dire que qu'il est, pour reprendre l'opposition de Paz, il n'est pas incompréhensible, naturellement. Il y en a au contraire une profonde compréhension, mais il est inexplicable si on prétend que le sens du poème est délivré par une explication extérieure au poème. Ça n'est pas possible. Ça n'a pas empêché d'ailleurs que les explications de poèmes soient innombrables et que moi-même j'en produise quelques-unes assez souvent. Mais d'une certaine façon, c'est un vice, ça. Hein. C'est un vice philosophique. Et en réalité, je vais vous dire, moi le poème, mon vice est plus profond que celui-là, parce que je le fais servir à mes propres démonstrations. Je le cite, je le mentionne, comme les mathématiques d'ailleurs, pour utiliser, moi, parasiter la force persuasive du poème en faveur de mes propres assertions philosophiques. Donc je suis un parasite du poème, voilà. Mais je reconnais en même temps que ce parasitisme est un parasitisme extérieur, c'est-à-dire il est l'inclusion du poème dans une chaîne verbale qui n'est pas le poème lui-même, naturellement. Et je reconnais que, du point de vue strict du poème, le poème se suffit à lui-même. Et puisqu'il se suffit à lui-même, il est inexplicable. Il est inexplicable parce que, pour autant qu'on le comprenne, on le comprendra à raison de ce qu'il est. Voilà. Et ces orientations, alors, des objectivations, des orientations, et vous les creusez, vous les retrouvez dans les poèmes, c'est chaque fois différent, Oui, c'est-à-dire que, vous savez, tout le monde a des poèmes favoris. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... L'encyclopédie poétique, ça n'existe pas vraiment, parce que le poème s'adresse à une sensibilité trop profonde pour ne pas être toujours un peu sélectionné, préparé ou choisi par l'amateur de poèmes. Hein. Et en outre, il y a tant de registres différents dans la poésie que vous pouvez être attaché à un moment donné à tel ou tel de ces registres. Entre un grand poème un peu mystérieux de Pindare qui fait l'éloge d'un sportif des siècles anciens dans une langue extraordinaire, comme si on faisait des grands poèmes formidables à propos de tel footballeur transféré pour plusieurs milliards. En fait, les poèmes de Pindare sont adressés aux propriétaires des sportifs, en réalité. Des félicitations pour l'écurie. Faire des poèmes dans ces conditions, c'est extraordinaire. Le fait est que c'est un dimanche. Entre ça d'un côté, et puis telle ou telle figure intime et très subtile de la poésie amoureuse, ou encore les énigmes un peu spéculatives de Mallarmé, il y a quand même une gamme immense. Donc ce que je pense, c'est que chacun a son registre poétique propre, son registre de poèmes, et qu'il en fait l'usage qu'il veut. Voilà, il en fait l'usage qu'il veut. Ça, du moment que le poème est à lui-même sa propre explication, il se défend très bien. Il est utilisable, bon, comme on veut, sauf que on reviendra toujours, à un moment donné, à son autosuffisance, cette forme d'autosuffisance. Moi, je me sers je suis platonicien sur ce point, je me sers de la poésie chaque fois que je suis en panne pour l'argumentation. Et ça ne veut pas dire du tout que j'assignerai la poésie à ce qui est irrationnel, pas du tout. C'est simplement que, à un moment donné, je trouve que la puissance d'une forme de rationalité sera mieux servie par la citation poétique que par une argumentation. Voilà. Donc je ne mets absolument pas, je n'oppose pas du tout philosophie et poésie comme rationalité à irrationalité. Absolument pas. Je pense que la poésie est une activité de la pensée, qu'à ce titre, elle est à sa manière intégralement rationnelle, et quand je m'en sers, c'est pas du tout à titre de témoignage d'irrationalité, mais c'est au contraire pour renforcer une figure particulière de la rationalité. Et il y a un usage qui est important et qui est fréquent, chez Mallarmé, toujours, par exemple, mais dans la poésie moderne, c'est l'usage du silence. Un silence qui est dépourvu de tout sacré, dites-vous.
Alors, il réside où ce silence? Est-ce qu'il est différent de... Alors on va empiéter sur le terrain de mon ami Emmanuel, mais est-ce qu'il est différent du langage cinématographique, de l'ellipse par exemple, ou du cinéma ou de la bande dessinée d'ailleurs, cette ellipse-là? Quel caractère il a, ce silence? Quelle nature? C'est-à-dire que la poésie est silence dans la mesure où elle est en état de le construire, le silence. Hein. C'est-à-dire de faire entendre le silence. C'est ça le problème dans la poésie. C'est que le silence, il faut qu'il intervienne comme événement du silence. Bon, quelquefois c'est traduit par le blanc sur la page, mais c'est une traduction seconde. Le vrai silence dans le poème, c'est un silence qui fait bord à la parole et qui est produit. De ce point de vue, c'est assez comparable quand même aux effets de silence dans la musique. La musique aussi a beaucoup à faire au silence, après tout. Et le poème peut produire, border, traiter la question la question du silence. Il le fait très souvent, mais finalement, comme ce silence fait partie de l'opération signifiante du poème, c'est un silence parlé, d'une certaine manière, parlé par sous-entendu de la parole, ou par interruption de la parole, ou par césure de la parole. Mais c'est un opérateur du langage lui-même, le silence du poème. Et à certains égards, il l'a toujours été. Il a toujours été parce que une caractéristique de la poésie, alors dans ces âges anciens, c'est ce qu'on peut appeler la césure. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le langage poétique s'interrompt. Ne serait-ce que quand il s'interrompt à la fin du vers, ou entre deux vers, ou entre un quatrain et un tercet, et il y a toujours une interruption propre au poème par rapport à ce que on pourrait soutenir, mais que ce soit jamais exactement vrai, que la différence, justement, une des différences entre la poésie et la prose, c'est que la poésie intègre sa propre interruption, tandis que la prose va son train, quoi, voilà. Elle peut aller même son train indéfiniment. On peut parler toujours jusqu'à la mort. Et la poésie, non, la poésie rythme de façon immanente son propre silence, et donc elle se l'approprie ou en fait une figure d'elle-même, et ça, c'est devenu, je pense, dans la poésie contemporaine, une opération plus consciente qu'elle n'était avant et moins dogmatique. Et que ce que je pense, c'est que la différence entre une certaine liberté de la poésie contemporaine et les formes antérieures de la poésie porte justement sur la césure. C'est-à-dire, la césure, c'était aussi le nombre. Hein. D'ailleurs, vous arrêtiez le vers au 12e pied, si on prend l'alexandrin, et en un certain sens, vous aviez un temps de silence parlé au bout du vers. Si on renonce à ça, il va falloir avoir d'autres doctrines du silence, mais ou de l'interruption. Je crois que ça, c'est plus libre dans la poésie contemporaine que ça l'était, et c'est en particulier le fait que la césure n'est plus absolument liée au nombre. Voilà. Et la césure, c'est libéré du nombre, alors que dans la poésie traditionnelle, césure et nombre sont très dépendants l'un de l'autre. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion d'innommable qui met à égalité la mathématique et le poème? Vous nous expliquez en quoi la consistance est le point d'innommable de la mathématique, j'ai noté ça, et le pouvoir de la langue est lui l'innommable de la poésie. Vous en avez parlé tout à l'heure du pouvoir de la langue. Impossible de nommer la puissance de la langue, c'est-à-dire de faire un poème du poème en fait. Et la philosophie se situe entre leur puissance de véridicité et leur impuissance, leur innommable. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est-à-dire que la norme de la mathématique, la norme argumentative, elle est fournie par une chose tout à fait étrangère et au silence et au nombre, elle est fournie par la consistance. C'est-à-dire que l'énoncé est vrai pour autant qu'il n'entre pas en contradiction avec ce qui a déjà été prescrit et démontré. Donc, finalement, il y a une profonde négativité latente dans la mathématique, en dépit du caractère démonstratif, qui est que son critère dernier est que ça ne soit pas inconsistant.
Et c'est pour ça que la réfutation de quelque chose peut se faire par l'absurde. C'est-à-dire, si vous supposez telle chose, ça va être inconsistant. Donc c'est pas vrai. Voilà. Et ça, c'est au cœur des mathématiques, véritablement. Au cœur des mathématiques, les mathématiques reposent sur une norme de consistance qui sert à valider les énoncés. Dans la poésie, c'est pas du tout pareil, parce qu'on n'a pas de norme de consistance du même ordre. On a, en réalité, la question de savoir dans quelle mesure on peut mobiliser de façon inédite la puissance de la langue. Et alors, au fond, dans la poésie, c'est pas une question de consistance, c'est une question de puissance. C'est-à-dire que la puissance de la langue, c'est sa puissance poétique à créer, en effet, par exemple, dans le cas de Bonnefoy, une présence, ou dans le cas de Mallarmé, une figure d'absoluité. Mais c'est la seule ressource, c'est la langue. La langue et le silence de la langue aussi, avec. Et dans cette seule ressource, il faut construire cette puissance, et sans que d'une certaine façon on dispose d'un concept général de la puissance de la langue. C'est-à-dire, parce que ça serait mathématique. Si on avait un concept général de la puissance de la langue, on déduirait de ce concept général de la puissance de la langue des poèmes puissants. Exactement comme on déduit de la conception générale de la cohérence des théorèmes vrais. Ça ne peut pas être comme ça. Et en vérité, finalement, du côté des mathématiques, il faut un concept général de la consistance, mais ce concept n'est pas du tout simple, il est éventuellement variable, on peut modifier les règles de la consistance, on peut introduire des axiomes nouveaux, ou au contraire en retirer, et dans ce cas-là, on va changer le champ de consistance. Donc on peut dire que les mathématiques contrôlent tout, sauf leurs normes. Parce que la norme de consistance, elle n'est pas contrôlée par les mathématiciens, elle est prescrite, elle est choisie. Elle va dépendre des règles logiques que vous acceptez, que vous n'acceptez pas, et des axiomes que vous acceptez, que vous n'acceptez pas. Alors, la faiblesse des mathématiques, c'est leur norme. Mais d'une certaine manière, la faiblesse de la poésie aussi, parce qu'il n'y a pas de norme de la puissance de la langue. Au contraire, exactement comme en mathématiques, dans sa poésie, c'est le poème qui va témoigner de ce dont la puissance de la langue est capable. Exactement comme c'est les démonstrations de la mathématique qui vont témoigner de ce que la consistance, dont la consistance est capable. Alors, là-dedans, la philosophie, quel est son principe de force, après tout? Elle se nourrit donc de ces deux innommables. Elle pique dans les deux. Elle a toujours piqué dans les deux. Elle a toujours piqué dans les deux, c'est-à-dire que il y a des philosophies qui tentent de copier les mathématiques en définissant d'emblée leur principe de consistance. L'éthique de Spinoza, par exemple, des exemples purs, on a au début des axiomes, des définitions, des règles logiques, puis voilà. Et puis on a des philosophies qui, en réalité, s'exercent de part en part du côté de la puissance de la langue. C'est des choses qu'on voit dans bon nombre de passages, je ne sais pas quoi, du Zarathustra de Nietzsche, par exemple. Et donc, la philosophie tâtonne entre deux registres fondamentaux, celui de la consistance et celui de la puissance, étant entendu que ce qui est tout à fait remarquable dans ce tâtonnement, c'est qu'elle tâtonne entre deux choses qui sont elles-mêmes tâtonnantes, puisque ni la règle de consistance n'est complètement sûre, ni la règle de puissance n'est vraiment donnée. Et la philosophie va se faufiler entre deux faiblesses. Elle va se faufiler entre deux faiblesses, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est la vérité, c'est-à-dire, c'est en définitive ce qui garantirait la mathématique d'un côté et ce qui garantirait aussi la poésie de l'autre. Et en fait, elle va tenter de montrer que elle, dans un langage bricolé, finalement, et incertain, elle va naviguer entre les deux selon en réalité les questions. Selon les questions. Dans telle question, on aura plutôt un comportement axiomatique, déductif, argumenté en tout cas, et puis sur d'autres questions, on aura plutôt des énoncés qui se tirent de leur propre force, de leur propre puissance. C'est bien que je crois vraiment que le langage philosophique est un langage intrinsèquement impur, parce qu'il n'accepte pas d'avoir un seul registre de son efficacité.
Alors que les mathématiques et la poésie, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont quand même, en fin de compte, un seul registre de leur efficacité. La consistance d'un côté, et de l'autre, ce dont la langue est capable en fait de puissance. Donc Platon ne pouvait pas s'en sortir. Il s'en est très bien sorti. Il s'en est très bien sorti parce que justement, lui, il a manié à fond les deux registres. Oui. Vous avez chez Platon une série de démonstrations argumentées, etc. Et puis tout d'un coup, vous tombez sur un mythe splendide. Mais il ne pouvait pas s'en sortir avec sa loi d'exclusion du poème. Ah non, 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 ça non, non, non. Non, non, d'ailleurs, on voit bien qu'il s'en sort pas. Il le dit, plus ou moins. Si on le lit de près, il dit toujours, c'est très... Oui, il faut les exclure, mais c'est très difficile, c'est très douloureux. D'abord, nous aimons tous les poèmes. Après, il en écrit lui-même. Voilà. Ça, on sent bien que là-dessus, il y a une mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi qui est de circonstance. Il faut voir aussi qu'il essaie de lutter contre ceux qui faisaient de la puissance de la langue, non pas un usage poétique, mais un usage politique. Alors ça, c'est un autre problème. Il luttait contre les démagogues, c'est-à-dire les sophistes, c'est-à-dire les gens pour qui la norme de puissance de la langue, ça ne consistait pas à faire des poèmes, ça consistait à faire voter quelque chose dans une assemblée. Alors là, il aurait préféré quand même que la démocratie soit argumentative. Je pense qu'il faut lui donner raison. Malgré tout, la puissance, nous connaissons les ravages de la puissance de la rhétorique en politique, malgré tout. La rhétorique, qui ne se soucie pas de savoir si l'énoncé est vrai ou faux, pourvu qu'il soit puissant dans la direction qu'on souhaite. Il y a chez Platon un combat contre ça. Quand il parle de la tyrannie, etc., il parle aussi de cette langue violente, séductrice, forcée, qui serait du côté d'une poésie dévoyée, une poésie corrompue. Et là, à ce moment-là, il défend avec énergie l'argumentation, parce qu'il pense que tout de même, si on veut s'adresser à l'humanité tout entière, on aura la paix par l'argumentation, alors que par la puissance, on n'aura que la guerre. Pour permettre l'échange et pour maîtriser le temps, je voudrais finir sur un dernier point et finir avec une figure puissante et contemporaine auquel vous consacrez un chapitre, c'est Pasolini, et là on va rejoindre le cinéma, du coup, on va faire le lien, que vous qualifiez de plus grand poète de langue italienne de sa génération. Vous dites sa poésie est une anticipation, une méditation profonde entre violence et vérité. Voilà. J'ai choisi Pasolini parmi toutes ces figures que vous avez citées, il y en a beaucoup, mais bon, j'avais envie de vous entendre parler de Pasolini. Oui, Pasolini est une personnalité tout à fait intense et extraordinaire, et en plus, je pense que, en tout cas, dans nos pays qui ne sont pas de langue italienne, il est important de faire savoir que c'est un des plus grands poètes du XXe siècle dans la langue italienne. Je dis ça parce qu'il est souvent connu, d'une part, par une sorte de légende noire, existentielle, liée à l'homosexualité et à sa mort tragique, et d'autre part, il est connu comme cinéaste. Mais la grandeur la plus considérable de Pasolini, c'est la poésie, il n'y a pas de doute. Et donc ça, c'était un point sur lequel je voulais insister. Et alors, d'autre part, il est un des poètes à avoir mis la poésie au service aussi, pas seulement, mais aussi de la méditation historique et politique concernant le XXe siècle. Et il l'a fait avec une force et une grandeur, je ne dirais pas inégalée, parce que des grands poètes politiques, il y en a eu beaucoup dans les siècles, je leur consacre d'ailleurs tout un chapitre, mais il l'a fait sur un point très précis, qui était une anticipation, je crois, des difficultés qu'allait rencontrer le communisme classique pendant le XXe siècle. Alors il l'a fait de sa façon très particulière, qui a été de dire poétiquement, dans un réseau d'images et d'interruptions, deux choses, je crois, dans deux poèmes tout à fait extraordinaires, Vittoria d'un côté et puis les cendres de Gramsci de l'autre. Dans ces deux poèmes, il dit au fond que le communisme classique n'est pas à la hauteur de ce que demande l'époque. C'est principalement ça qu'il dit, et il l'argumente poétiquement. Alors, dans Vittoria, c'est parce que il impute au communisme historique
donc en fin de compte au Parti communiste italien, hein, il lui impute de ne pas être fidèle, d'être pas profondément fidèle à l'héritage des résistants antifascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'il y avait quelque chose là auquel il aurait fallu être fidèle dans l'esprit, et le Parti communiste, selon Pasolini, n'en a pas été capable, et donc toute une jeunesse est désorientée parce qu'elle ne se reconnaît pas, faute de cette fidélité, elle ne se reconnaît pas dans ce qui lui est proposé. Puis dans les cendres de Gramsci, il entame une espèce de déprofondis historique en méditant devant le tombeau de Gramsci dans cet extraordinaire cimetière de Rome où sont enterrés tous les non-catholiques. C'est-à-dire, du coup, on y trouve les poètes anglais, Pasolini, les protestants, les musulmans, enfin tout ce qui n'est pas catholique. Et dans ce lieu incroyable, il médite devant la tombe de Gramsci, les cendres de Gramsci, et au fond, ce qu'il fait entendre, c'est que le communisme lui-même a été corrompu à la fin des fins. C'est-à-dire que ce qu'il appelle, de façon magnifique, l'humble corruption a rongé petit à petit les subjectivités et les a rendus incapables d'être à la hauteur de l'histoire. Et en même temps, il le dit sur un ton mélancolique, sur le ton de quelqu'un qui en est très malheureux de ça. Au fond, c'est du divorce, le poème, là, s'empare de la question du divorce entre politique et histoire. Comme si les moyens politiques utilisés n'étaient pas à hauteur de la demande historique et de ce que le siècle exigeait. Et là, c'est une démonstration poétique tout à fait immense, où en effet, là, la puissance de la langue arrive à se saisir de quelque chose qui est à la hauteur, quoi qu'on en pense à la fin des fins, mais qui est à la hauteur des débats les plus profonds, en réalité, du XXe siècle. Merci. Donc, la parole est à vous. Alors, j'ai seulement 2 micro-pilaires, donc je ne pourrais pas aller jusqu'au fond de la salle, au milieu même, donc ça va être compliqué, puis vous êtes assez très nombreux finalement. Donc, si vous avez des questions posées, je vous demande de...